fort sur le plan social. Alors que les syndicats de l'éducation viennent de terminer une grève de 72 heures, ceux de la santé annoncent un mouvement le 31 janvier. À cela, il faut ajouter les administrateurs civils sur les starting blocks. Mais pourquoi ces mouvements débutés en 2016 persistent toujours et se radicalisent les uns après les autres? Faut-il y voir une défaillance du dialogue ou encore de la stratégie engagée par le gouvernement ou une mauvaise foi des acteurs ou partenaires sociaux? Dans son discours du 31 décembre, le président du Faso a appelé à un forum en février. Est-ce que la solution pour désamorcer la crise? Bonsoir à tous, bienvenue à Controverse, c'est le premier numéro de l'année 2018. Bonne année à tous. Invité de ce soir, le docteur Smaïla Ouedraogo, il est le ministre en charge de la jeunesse, mais il représente le gouvernement sur ce plateau. Avec nous, M. Guy Olivier Ouedraogo, secrétaire général de la Confédération syndicale du Burkina. Il est là au nom donc des syndicats. Avec nous, M. Edouard Zabré, il est du FFS, mais surtout le secrétaire exécutif de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Avec nous aussi, M. Moussa Zerbo de l'UPC, mais aussi de chef de file de l'opposition. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Sachez que cette émission est participative en deuxième partie. Vous pouvez appeler au 25 40 79 03 ou envoyer des commentaires et questions sur le hashtag Controverse RTB. Alors, messieurs, on commence par vous. La question de ce soir, c'est comment explique-t-on cette persistance des mouvements sociaux qui ont commencé en 2016 et qui continuent aujourd'hui encore en 2018? On a vu la grève des enseignants, le ministère de la Santé s'annonce, les administrateurs civils aussi. Pourquoi justement cette persistance-là? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire merci de nous avoir invités sur ce plateau. Comme vous le savez, le mouvement syndical est un mouvement qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. C'est un mouvement responsable qui sait reconnaître ce qui est fait pour les travailleurs et qui aussi doit dénoncer ce qui n'est pas bien fait à l'égard des travailleurs et aussi apporter des propositions. Pour ce qui est effectivement de ce que nous avons comme lutte présentement sur le terrain, il y a effectivement plusieurs causes qui amènent à ces luttes, mais principalement, je dirais que c'est la question stratégique qui n'a pas été très bien gérée et qui a amené effectivement à ces différentes luttes. La question stratégique, c'est quoi exactement? Je dirais d'abord, il y a la question de l'analyse. Quand il y a des situations, il faut savoir bien les analyser. Et là, je dirais qu'il y a eu un déficit au niveau du gouvernement. Il faut savoir quelles sont les causes réelles qui amènent à cette situation. Et nous avons effectivement de temps en temps rencontré le gouvernement, mais à ce niveau, la plupart du temps, on va trop vite en besogne et on fait amalgame entre nos luttes et la politique. Le deuxième point, c'est la question de la communication. Elle est extrêmement importante. Il faut communiquer. Quand on est avec des partenaires sociaux, il faut beaucoup communiquer. Cela aussi a été un grand déficit et qui a créé présentement les problèmes que nous connaissons. Le troisième point, c'est l'anticipation. Il faut savoir anticiper et c'est extrêmement important. On n'attend pas que les problèmes arrivent. On doit pouvoir effectivement, dès l'analyse, savoir effectivement qu'est-ce qu'il faut faire avant que les problèmes ne surviennent et trouver des solutions. Donc, je pense que c'est surtout à ce niveau et j'aurai effectivement à donner des exemples et à faire un développement pour affirmer ce que je dis. On va revenir sur le développement. Monsieur le ministre, vous avez eu un problème d'analyse, un problème de communication et un problème d'anticipation. Et c'est pourquoi, justement, on s'est retrouvé avec cette situation. Réaction. Merci pour l'opportunité qui nous est offerte en tant que gouvernement de participer à ces débats et d'apporter des clarifications sur certains points. C'est vrai que c'est un débat contradictoire, mais je n'aimerais pas répondre des tic au tac à certaines questions. L'analyse qui est faite, elle est certes
probablement pertinente, mais je pense que pour plusieurs raisons, donc le représentant des syndicats vient de dire qu'il reviendra avec des exemples. Mais exemple pour exemple... Vous êtes d'accord avec lui qu'il vous a manqué d'analyse? Je ne pense pas qu'il ait manqué d'analyse. Maintenant, il est très difficile à ce stade-là que je réagisse parce que les exemples n'ayant pas été donnés. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que le fait de résumer l'analyse à la question politique, à un déficit de communication, me paraît également un élément insuffisant. Il y a quand même des faits qui existent. La plupart, on peut trouver des articles de presse qui pourront le corroborer. L'argument qui arrive, c'est que, bon, on en a accordé aux magistrats, on en a accordé à ceci. Et par principe, les syndicalistes sont mieux placés pour le dire. Une revendication syndicale n'a pas pour but de remettre en cause un acquis d'un autre syndicat. Il faut comprendre, en fait, dans la philosophie, nous sommes un gouvernement post-insurrectionnel. Un gouvernement de personnes qui, à un moment donné, ont géré la destinée de ce pays-là et ont estimé qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Et ils ont tiré les sonnettes d'alerte et de l'autre côté, les gens n'ont pas entendu raison. Ils ont quitté, rejoints par une grande partie du peuple burkinabé qui n'était pas forcément du même bord que eux. On a mené des luttes. Et à partir de ce moment-là, il faut tenir compte de ce que ce peuple veut, des représentants de ce peuple-là. Et comme nous sommes arrivés, ce peuple avait exprimé le désir à travers les journées donc, qui sont tenues à Bobo par rapport à la justice. Ils ont estimé que c'est parce que les magistrats n'étaient pas bien traités sur le plan financier et d'autres... Les états généraux de la justice, oui. Plus à Ouagadougou, voilà, tout à fait. À Ouagadougou, que c'est parce que les magistrats n'étaient pas suffisamment bien traités sur le plan financier que la question de justice était mal traitée. C'était des conclusions qui étaient là et il n'y avait pas de raison au nom de la continuité de l'État que nous venions pour remettre en cause. Et il y a également le chef de l'État, vous savez qu'une de ses convictions est un État de droit, justice et équité, mais également des citoyens bien formés. Donc, dans le principe là, c'est de créer les conditions pour que l'État de droit puisse s'exprimer et créer les conditions pour que nous ayons des citoyens suffisamment formés. Et c'est dans cette perspective-là que tout ce qui était pris comme engagement a été tenu. Maintenant, partant de là, je pense que la réflexion qui consiste à dire qu'on presse le pas, on se hâte, on se donne des solutions qui ne sont pas adaptées, je pense que c'est un faux procès, parce que plusieurs raisons existent pour ne pas comparer quand même la magistrature au commun des fonctionnaires, qui est une force, un pouvoir. C'est un pouvoir autant que pour le pouvoir exécutif, autant que le pouvoir parlementaire, ainsi de suite. Et l'ensemble de ces pouvoirs-là doit pouvoir trouver un terrain sur lequel les forces doivent plus ou moins s'équilibrer afin que nous ayons l'expression réelle de l'état de droit. Ce que nous devons attendre maintenant, c'est que ceux qui ont bénéficié de ces avantages-là, qui sont, à mon avis, justes, puissent réellement donner satisfaction, je pense qu'on reviendra là-dessus, sur les attentes donc, de nos populations, au lieu de faire l'amalgame entre donc, ces acquis et d'autres acquis que les gens cherchent à arracher. Ce sont des amalgames, M. Zerbo. Oui, merci, comme mes prédécesseurs l'ont dit, pour cette opportunité que vous nous donnez et pour présenter nos voeux, les meilleurs, aux téléspectateurs de la RTB. Bien. Moi, je vais aller sans langue de bois. Il faut avoir le courage de l'avouer. Il y a eu manque d'approche. Comme il a dit, il n'y a pas eu d'anticipation. Vous savez, avant qu'on c'est quoi vous appelez anticipation, justement? Oui, anticipation, c'est savoir réellement que nous venions de sortir d'une insurrection et que le peuple burkinabé était en droit d'attendre une rupture quant à la manière de gérer le pouvoir d'État et que ce qui est servi est loin d'être ce que nous avons connu de par le passé. Donc, je vais être plus pratique. Vous voyez, il y a eu cette trêve sociale pendant la transition. Vous savez que les syndicats, en son temps, avaient lancé une grève illimitée. Et pour des raisons objectives, ont décidé de lever ces mots d'ordre. Question de pouvoir permettre à notre pays d'aller de l'avant. Coup de tonnerre, en janvier 2016, si ma mémoire est bonne, augmentation des salaires chez les magistrats. Ça dit, comme le ministre le dit si bien,
nous ne sommes pas contre les acquis que les travailleurs ont. C'est une très bonne chose. Et c'est le lieu même de féliciter les magistrats pour cette approche qu'ils ont eue. Mais pendant que les autres serrent la ceinture, se saignent pour dire effectivement qu'il faut attendre qu'il y ait un décollage économique d'abord avant de passer à cela, on assiste à la requête des magistrats. Ouverture de la boîte à Pandore. Donc, si vous êtes un chef de famille, vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour satisfaire vos enfants, il faut que le traitement soit équitable pour tous vos enfants. Pendant que vous dites aux autres, je n'ai pas les moyens, vous appelez un qui est travailleur comme les autres, vous donnez satisfaction. Il va de soi que les autres aussi réclament ce qui doit leur revenir. Parce que ce n'est pas des revendications qui sont nouvelles. C'est des revendications qui étaient là et qui ont dû être suspendues pour des raisons objectives. Maintenant, si le pouvoir en place avait compris cela, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation que nous vivons. Et c'est là que je rejoins mon voisin en disant qu'il n'y a pas eu de la communication, puisque nous disons gouverner, c'est prévoir, et s'il n'y a pas eu de la prévision, et je pense aussi que ce régime en place là est venu suite à un programme qu'ils ont détaillé et qu'ils estiment que le peuple les a votés sur la base de ce programme. Et si ce programme-là, effectivement, est bien ficelé, est bien orienté, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait des difficultés à résoudre les problèmes des Burkinabés. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect que je voudrais relever, puisqu'il plaît bien au pouvoir en place de dire qu'ils ont été réélus au quart de tour ou bien au coup KO. Voilà, bon, ils ont été élus au coup KO ou bien au quart de tour. Moi, je pense que si vous avez été effectivement élu au quart de tour, les problèmes qui se posent à vous, au nom de ce peuple qui vous a élu, vous devrez être à mesure de les résoudre aussi au quart de tour. Parce que c'est des engagements. Votre champion a été présenté comme la solution à toutes nos préoccupations ici au Burkina. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on nous dise qu'il n'y a pas de solution pour résoudre nos problèmes. Je pense que c'est aussi simple que ça. D'accord. Monsieur Zabré, vous avez présenté un champion qui est la solution à tous les problèmes des Burkinabés. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on dise qu'il faut attendre. Oui, merci de nous convier justement à ces échanges qui participent à l'éclairage de nos populations. Oui, nous avons élu un champion au quart de tour, et tout le monde l'a constaté. Si vous regardez son taux à l'élection, nous avons une majorité confortable, mais nous avons dit que nous avons dans le programme du président du Faso 5 ans. Nous avons décliné notre programme sur 5 ans pour arriver à sortir, en fait, le Burkina dans le marasme économique et social où il était plongé depuis plus de 27 ans. Ceci étant, on ne peut pas résoudre tous les problèmes au quart de tour sans création de richesse. Et pour créer de la richesse, il faut bien travailler. Et vous savez, pour revenir aux magistrats, les États généraux de la justice, tous les candidats, les 14 candidats qui participaient à l'élection présidentielle ont signé un mémorandum disant qu'ils allaient poursuivre sur ce que les États généraux avaient arrêté. Les conclusions des États généraux. Donc, il était de bon aloi et de bon ton que le président, étant élu, respecte ses engagements. Je crois que chaque Burkinabé aspire à un mieux-être. C'est normal que nous, qui sommes aujourd'hui aux affaires, nous puissions trouver les solutions idoines à un mieux-être des Burkinabés. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Et quand vous regardez, quand nous avons commencé... Quand vous insistez sur « il faut travailler », c'est-à-dire qu'on ne travaille pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne travaille pas. Regardez le nombre prenez en 2014-2015, le nombre de grèves qu'il y a eu par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dépassé pratiquement une 60aine de grèves. Comment travailler? Cela ne renforce pas la confiance. Cela désarticule l'administration, par conséquent, même le secteur privé. Alors,
Aujourd'hui, nous sommes convaincus que notre programme va s'appliquer, mais avec la participation de tout un chacun. En témoigne le thème du programme du président, bâtir ensemble un Burkina Faso de paix, de prospérité et de justice. Aujourd'hui, nous avons l'impression que, malgré les efforts qui se passent, tout le monde veut qu'on fasse vite. On ne peut pas faire vite. Il faut aller étape par étape. Et je pense qu'on pourra nous juger en 2020. Monsieur le ministre, je voudrais juste réagir par rapport à ce qui a été dit. Être voté, être élu au quart du tour n'est pas synonyme de résoudre les problèmes au quart du tour. Sinon, les choses allaient être assez simples. Je pense également que c'est un visionnaire parce qu'il a même déjà conclu les joutes électorales de 2020 en nous déclarant réélus. Que Dieu entende et que les Burkinabés entendent. Alors, ce que je voulais dire... Ce n'est pas le lieu de la campagne pour 2020. Voilà. Nous parlons de la résolution des problèmes des travailleurs et de la fronde c'est que sociale. nulle part dans le programme du président, vous ne verrez que c'est écrit qu'il ne va pas respecter les engagements pris par ses prédécesseurs. L'État est une continuité. Je pense que tous ces éléments-là, plus beaucoup d'autres éléments, doivent nous donner des signaux d'alerte que nous avons un gouvernement sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, responsable. Je dis un gouvernement responsable, pourquoi? Un gouvernement qui respecte ses engagements, même les engagements que lui-même, à l'époque, quand il n'était pas au niveau du gouvernement, les gouvernants précédents ont pris. Et un des débatteurs venait de signaler que tous les candidats, à l'époque, ont adhéré. Donc. Et vous nous dites aujourd'hui, on arrive au pouvoir... il faut mettre ces engagements de côté, comme si nous venons d'une autre planète. Et je pense que ça aurait été encore plus compliqué pour nous de ne pas le faire que de le faire aujourd'hui. C'est comme ce que je disais tout de suite. Heureusement que ce n'est pas la voix d'un syndicaliste. Je dis, une revendication ne doit pas remettre en cause une autre. Alors, on doit se poser la question. Si on ne se pose pas la bonne question, on va rester là à tergiverser sans avancer. Nous parlons en termes de pouvoir. On peut faire toutes les tergiversations qu'on veut. La justice est un pouvoir à part. Et pour celui qui veut consolider la démocratie, et des gens, pas des moindres, se sont réunis et ils ont estimé que c'est la voie à suivre. Et tout le peuple burkinabé, à travers les représentants de l'époque, les politiciens à travers leurs candidats, les syndicats à travers leurs associations, les mouvements associatifs à travers aussi leurs associations, les représentants sont allés et ont convenu que c'est la démarche à suivre. Alors, l'autre côté, il faut nous féliciter. Parce que malgré qu'on ait décidé au niveau des États généraux que ça devait se faire et que ça devait se faire immédiatement après notre accession, rien n'était prévu quand on était arrivé. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, revenons sur les autres aspects. Je parle de la parole, tenir la parole donc, du gouvernement, montrer que l'État est une continuité est important pour une population telle que le Burkina Faso qui sortait d'une période insurrectionnelle. Si nous venons et nous remettons en cause tout ce qui avait été acquis, ça va poser des problèmes. C'est le cas de la loi 081. On ne va pas revenir sur... on va donner la parole à M. Ouedraogo d'abord. Je suis très surpris que M. le ministre ait fait une entrée avec la question des magistrats. Honnêtement, la question des magistrats est une question subsidiaire à notre niveau. J'ai bien dit une question d'analyse. Et l'analyse porte déjà sur le coût de la vie au Burkina Faso par rapport au pouvoir d'achat des travailleurs. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est quelque chose d'important. Ça porte aussi sur les engagements pris par le gouvernement à travers effectivement pas mal d'accords et qui ne sont pas mis en œuvre. Et troisièmement, un des engagements spécifiques, c'est qu'en 2014, le 1er mars, à 0h15, nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement, dans lequel, effectivement, il y a eu les indemnités qui ont été, d'une manière ou d'une autre, la grille indemnitaire a été adoptée le 1er mars à 0h15. Et nous nous sommes convenus qu'il fallait effectivement revenir sur cette grille, faire une étude pour augmenter le montant des indemnités
et aussi résoudre la question des indemnités spécifiques. Parce qu'effectivement, quand nous l'adoptions, nous avons eu 4 catégories au niveau des indemnités et eu égard à la spécificité de certains corps, une 5e catégorie a été créée. Et donc, c'était un travail qui a été fait, très bien fait, et qui devait effectivement avoir une suite. Donc, la question des magistrats s'est invitée dans le débat syndical uniquement dans le traitement global du cas par cas. Du cas par cas qui a été fait sans qu'il y ait une approche globale, sans qu'il y ait une étude, sans qu'on ne sache ce que c'est effectivement que le monde du travail, notamment au niveau de la fonction publique. Et aussi, bien sûr, au niveau du privé. Ça va venir. Donc, tout cela qui a été fait sans effectivement un bon cadrage a créé des problèmes. S'il y avait eu ce bon cadrage, s'il y avait eu une bonne vision, il va sans dire qu'il doit y avoir une anticipation. On peut s'asseoir avec nous, les partenaires sociaux, et nous dire quels sont les engagements que nous avons pris, même les engagements qui ne demandent même pas de l'argent. On peut les lister. Qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau des indemnités? On peut les lister. Et nous pouvons trouver une solution. Nous sommes tous des fils de ce pays. Si ce n'est pas au quart de tour, ça sera peut-être aux 3 quarts de tour. Mais je crois qu'ici, on s'est mis dans une position où vraiment, on connaît tout. On a toutes les clés en main. Et maintenant, on propose aux autres. Voilà. Mais c'est parfait avec l'assentement de tout le monde. Et je suis sûr et certain que s'il y avait certaines approches, on ne serait pas là en ce moment. Moi, je pense que... Si c'est pour enchérir ce qu'il dit, sinon je leur donne la parole pour... Non, c'est juste pour dire, puisque nous avons parlé de l'anticipation. C'est vrai que je suis rentré dans un exemple spécifique, mais il faut reconnaître que le monde syndical ne demandait pas plus ou moins qu'une concertation. On peut avoir pris des engagements, mais il y a des réalités qui font que nous ne pouvons pas respecter ces engagements. Mais ça ne coûte rien aussi qu'avec les mêmes acteurs qu'on a pris les engagements, qu'on s'asseye pour discuter et dire, voilà, à tel niveau, nous pouvons faire ci, nous ne pouvons pas faire cela. Mais s'il n'y a pas de la communication, on constate qu'il n'y a pas une rupture véritable avec ce que nous avons connu. C'est toujours des promesses et jamais réalisées. Et le monde syndical s'est avisé. Et posons-nous de bonnes questions. Tout de suite, ils ont dit qu'en réalité, c'est comme si on les empêchait de travailler à cause des mouvements. La question qu'il faut se poser, pourquoi tant de mouvements? Pourquoi? Le pourquoi, si on se pose la question et on trouve la réponse, on saura où est le truc. Si vous me permettez, je dirais tout simplement, le peuple burkinabé est conscient aujourd'hui que la gouvernance aujourd'hui cause problème. Nous avons besoin d'une gouvernance vertueuse, comme nous l'avons dit. Et aujourd'hui, à voir ce qui se passe, on n'est pas étranger dans ce pays. Tout le monde sait ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas eu de rupture. Donc c'est ce qui choque en réalité la population. Si vous voulez que je sois encore plus concret, je pourrais vous dire, vous savez que le peuple est descendu dans la rue, c'est pour des questions de justice, essentiellement. C'est pour des crimes économiques, c'est pour les crimes de sang. Mais le peuple attendait justement le pouvoir en place sur ces chantiers. Mais au lieu de cela, c'est autre chose que nous voyons. C'est des détournements, à n'en pas finir. Revenir sur la question de la revendication, la fronde essentiellement. Là, M. Ouedraogo, pour résumer un peu ce qu'il dit, il parle de la question d'approche en réalité. Oui. Lorsque mais avant, permettez-moi quand même de réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, la gouvernance vertueuse. Je pense qu'il y a quand même des indices, pas des moindres, qui montrent qu'un changement est opéré et en train toujours d'être poursuivi dans ce pays.
quand on nous dit qu'il y a des détournements à chaque bout de champ, je voudrais m'inscrire en faux à cela. Pour avoir participé à une rencontre organisée par un de nos partenaires techniques et financiers sur la base de ce qu'ils appellent généralement les diagnostics pays. Et ils ont présenté les résultats. Et à mon grand étonnement, positif, le RELAC, qui n'est pas un ami, qui n'a jamais été un ami d'un pouvoir en place, à ce que je sache, a réagi pour dire que ce qu'il disait n'était pas en cohérence avec ce dont il disposait comme données. Parce qu'ils étaient dans une tendance à dire que la corruption ne fait qu'augmenter. Et le RELAC dit non, la corruption a diminué et ne fait que diminuer depuis 2015. Et je précise, je précise, c'est important. Non, c'est lié. Si on ne gouverne pas de façon vertueuse, c'est normal que les gens, puisque les arguments qui sont posés, augmenter les salaires, parce que vous avez de l'argent, parce que tout le monde détourne. Donc si vous avez de l'argent, ben, il faut le faire. Alors, ce n'est pas exact. Ça, c'est des fantasmes que les gens développent. Et ce jour, ce que le RELAC a laissé savoir, et ce qui est vrai, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un Burkina Faso où la parole est libre. La parole est libre. Je dis, le peuple, les dirigeants craignent le peuple, et c'est tant mieux, et c'est ce pourquoi nous sommes tous sortis, et nous sommes insurgés, et nous avons résisté. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que les informations qui ne se disaient pas de façon officielle se disent aujourd'hui, et dans la presse, on a l'impression qu'il y a plus de corruption qu'avant. Et les RELAC disposaient des informations par le canal non officiel qu'ils mettaient ensemble avec les informations officielles. En faisant la sommation, ils se rendent compte qu'en réalité, c'est les informations, c'est la dénonciation qui devient officielle, qui devient de plus en plus importante, parce qu'il n'y a plus de répression, il n'y a plus de gens pour vous empêcher d'aller dire ce que vous voulez, et non pas que le phénomène de corruption est en augmentation. Donc, je voulais simplement que... à la question d'approche et les alors, la question d'approche, je ne pense pas. Oui. Tout de suite, parce qu'il donne des faits exacts, hein, tout de suite, 2014. Tout de suite, oui. Je retiens dans cette intervention-là qu'on nous dit qu'il faut respecter les accords. C'est bien, c'est ce qu'on est en train de faire. L'accord, ce n'est pas ce que les syndicats et nous, en tant que gouvernement, dans la continuité, ont convenu. L'accord, c'est ce que le peuple burkinabé, dans lequel les syndicats font partie. Les états généraux de la jeunesse, excusez-moi, c'est la vie, les états généraux de la jeunesse et de la justice, pardon, mais c'est une grande instance qui a abouti à des conclusions. Et tout le monde s'est engagé, même avant d'être président, tous les candidats se sont engagés, et quand ils seront élus, ils vont le mettre en œuvre, devant tout le peuple burkinabé. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Alors, moi, j'aurais compris les syndicats, j'aurais compris également l'opposition, s'ils étaient dans une dynamique, le jour où on a décidé de satisfaire les revendications du monde de la justice, qu'ils sortent pour dire non, ils s'opposent. Parce que le pays est en difficulté, on s'oppose, parce qu'on demande à ce qu'on réfléchisse davantage, là où j'aurais compris. Mais on ne dit pas, parce que vous l'avez fait, alors nous voulons ceci. C'est ce que j'ai dit tout de suite, dans la logique, dans la logique de penser, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Non. Au niveau, je vous ai dit que la question des magistrats est une question subsidiaire à notre niveau. Honnêtement. Je pense que quand on refuse effectivement de satisfaire les revendications légitimes des travailleurs, ils reviennent à des comparaisons. Mais ils ne partent pas d'abord sur la base des comparaisons. Je suis syndicaliste et je le sais. Ils ont des revendications légitimes qu'ils posent, et si ces revendications légitimes ne sont pas satisfaites, et c'est là maintenant que viennent les comparaisons. Ce n'est pas dans le sens contraire. Parce que, comme vous le savez, hein, aucun syndicat ne contre effectivement qu'on améliore les conditions de vie et de travail d'autres travailleurs. Oui. Nous ne sommes pas du tout contre ça. Donc, nous posons nos problèmes et quand ce n'est pas satisfait, voilà pourquoi nous faisons ces comparaisons. Il a parlé d'approche globale. On va évoluer dans le débat parce qu'on tourne un peu en rond. L'approche globale, quand par exemple les syndicats, on a satisfait aux revendications des magistrats, on pouvait tout de suite dire qu'il faut appeler les autres pour essayer de voir de façon globale qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être, c'est son opinion, ce qui n'a pas été fait. Oui, non, mais je pense que dès le début de notre mandat, en fait, du mandat du président Roch-Christian Kaboré, le Premier ministre a rencontré l'UAS en début de mandat, qui d'ailleurs, ils se sont félicités d'une telle tenue de rencontre.
c'était une amorce de dialogue. Malheureusement, quand on a satisfait aux revendications des magistrats, le dialogue était la trêve a commencé à battre de l'aile. Sinon, je pense qu'à ce moment, les syndicats avaient dit, jusqu'à la fin de l'année, parce que le Premier ministre s'était engagé à prendre en compte justement, d'abord, les reversements concernant la loi 081, qui n'avait pas été, sous la transition, budgétisée, toutefois tout le monde le sait. Donc, il s'était donné 1 an. Malheureusement... Ce n'est pas la position des responsables de la transition qui ont dit dans des interviews qu'il y avait bel et bien un budget... Bon, je n'aimerais pas engager ce débat, la transition. Je sais de quoi je parle. Dans tous les cas, ils ne sont pas sur ce plateau. Non, j'étais à la Confib, je sais de quoi je parle. Donc, vous prenez la brique, j'ai la brique toujours, je peux vous la donner, vous ne trouverez pas du... Non, l'incidence n'a pas été prise en compte, ça il faut le dire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, anticipation, oui, ça c'est une preuve d'anticipation. Un Premier ministre qui vient d'être nommé, qui rencontre le monde syndical pour échanger, parce qu'on venait de sortir, ce qu'il ne faut pas oublier, d'un marasme économique, social, et quand on parle de magistrats, c'est une aspiration légitime du peuple burkinabé, comme l'a dit le député. Mais face à ces aspirations, vu le contexte d'aspiration à la justice, naturellement, il fallait donner les moyens à la justice de pouvoir satisfaire le peuple. Ce à quoi aujourd'hui, nous devons, la question qu'il faut se poser, pourquoi la justice, bien qu'étant indépendante, bien qu'ayant... Monsieur Ouedraogo dit que les magistrats, c'est une question subsidiaire. Oui. Donc, on va évoluer sur l'approche globale. C'est-à-dire, pourquoi ne pas avoir vu venir peut-être la fronde sur des engagements qu'il cite le 1er mars 2014, anticiper et donner des réponses. Monsieur Bongo, il ne faudra pas oublier quand même que même avant d'arriver au pouvoir, il y a une catégorie de syndicats, de syndicalistes qui avaient dit qu'il est hors de question de parler de trêve. Je pense que c'est des questions assez subjectives. Quand on prend la question du MPP au pouvoir comme étant la question des anciennes dignités du CDP, ce n'est pas exact. Au MPP, vous trouverez tout. Vous trouverez des gens qui étaient au niveau du CDP, comme vous trouverez des gens qui n'y sont pas. Si je prends la majorité de façon globale, vous trouverez des gens comme les maîtres Sankara, qui ont battu le goudron ici, plein d'autres qui sont aujourd'hui au niveau de la majorité. Donc c'est une erreur de croire que c'est exactement les mêmes pratiques. Et même cela encore, je dis c'est une insuffisance d'analyse parce que c'est parce que ce qui s'y faisait ne correspondait pas à un moment donné à ce à quoi ils croyaient. Donc, je pense que si les gens restent figés, alors le débat devient compliqué. C'est pour cela que je voudrais simplement dire, parce que tout parle de la gouvernance vertueuse. J'ai fait une revue de la littérature avant de venir ici. Tout le débat syndical, la plupart, ceux qui sont plus, disent que c'est parce qu'il n'y a pas une gouvernance vertueuse que beaucoup de problèmes ne se résolvent pas. Mais écoutez, tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui disent qu'il y a corruption, il y a la justice qui est là. Un citoyen qui a des preuves, et en passant, je vous dis que notre pays est devenu merveilleux. Moi-même, ministre qui vous parle, dans mon tiroir, il y a une convocation qu'un des agents est allé à l'inspection du travail parce qu'il estime avoir été illégalement licencié. Et voilà, et je dois y répondre le 23. J'irai où je me ferai représenter. Donc un citoyen qui dispose de preuves concrètes peut aller se plaindre. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez que nous soyons dans une justice expéditive, nous soyons dans ce qui s'est passé au moment du CNR, qu'on a corrigé à coups de millions plus tard. C'est-à-dire qu'on s'élève parce qu'on on suppose avoir des éléments que quelqu'un a détournés. Bon, allez, on le juge de façon expéditive. D'abord, monsieur Ouedraogo qui ne parle pas, je pense que, bon, nous sommes en train vraiment d'aller dans un sens... Parce que ce qu'il dit le ministre, ça dépasse... Sur la question de la gestion vertueuse, effectivement, les syndicats, à tout moment, effectivement, dénoncent la corruption, le train de vie de l'État et autres. C'est ce que j'ai dit dès le début, parce que le mouvement syndical, effectivement, doit pouvoir dénoncer, critiquer, reconnaître ce qui est bien et puis faire des propositions. Nous sommes des forces de proposition. Sauf qu'il dit que vous leur avez promis pratiquement l'enfer parce que vous dites qu'il n'y aura pas de trêve syndicale. Il y a des archives, c'est pas moi qui l'ai dit. Non. Vous savez, il faut qu'on situe les choses. J'ai entendu effectivement la rencontre avec le Premier ministre. C'est vrai, quand le Premier ministre a été installé, il nous a rencontrés.
il nous a expliqué effectivement les problèmes au niveau du pays et il nous a parlé effectivement de trêve sociale. Et écoutez, vous savez très bien comment se fait une trêve sociale. Et tous les pays qui ont évolué, et c'est ce que je dis, je parle d'anticipation. Et quand vous mettez des grands programmes à la sortie de grandes crises comme ce que nous avons connu, ou en Europe quand les gens sont sortis de la Seconde Guerre mondiale, quand ils avaient les plans de développement, ils annexaient à côté un pacte avec les partenaires sociaux qui leur permet effectivement de pouvoir travailler tranquillement et aussi de dire aux partenaires sociaux, s'il y a les résultats, voilà ce que nous pouvons faire pour vous, puisque nous avons des problèmes que nous avons nous aussi posés. Mais quand vous arrivez, vous dites à des gens, bon, on demande une trêve. Bon, le contrat social, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et nous sommes étonnés de cette facilité, de la façon dont on fait les choses. Mais nonobstant cela, si vous regardez bien notre cahier de doléances en 2016 et vous regardez notre plateforme revendicative minimale, vous allez voir que le mouvement syndical, pour une des rares fois dans sa plateforme minimale, n'a pas réclamé d'augmentation de salaire. Donc c'était quand même un bras ouvert. Mais qu'est-ce qu'on nous promettait en retour? Rien. Et quand les premiers mouvements ont commencé, les luttes ont commencé, le Premier ministre nous a reçus et nous a accusés d'être manipulés par les politiques. Et c'est de là qu'est parti. Bon, cette, voilà, les incompréhensions se sont, voilà, et nous sommes arrivés à cette situation. Je vous dis que si le début, il y avait une vision pour avoir un pacte avec nous, je suis convaincu que ce pacte pouvait être réalisé. J'en veux pour preuve un pays comme le Sénégal, à côté de son programme économique national de développement, a annexé un plan de stabilité sociale avec les syndicats. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement de l'anticipation. Et si cela était fait, je suis sûr et certain aujourd'hui qu'on n'en serait pas là. Et spécifiquement sur ça, je reviendrai sur le cas des enseignants. Bien, monsieur, merci. Moi, je voudrais... On a passé le temps, donc oui, il faut qu'on rapidement, avance, oui. Parce que lorsqu'on dit que c'était des états généraux qui ont eu lieu et il fallait respecter effectivement des engagements, je pense que dans cette même logique-là, il aurait fallu, en plus des partenaires sociaux, le chef de file de l'opposition n'a pas été consulté. Donc aujourd'hui, il est difficile de dire que l'opposition quand même pouvait sortir et dénoncer. Je vous dis que lors de ces négociations, peut-être qu'on va en venir, vous vous souviendrez que c'est le chef de l'État lui-même qui a été obligé de recevoir le syndicat. Et je crois savoir aussi en l'absence du ministre à la demande des syndicats. C'est un point justement qu'on va soulever. Est-ce que quelque part, parce qu'on assiste de plus en plus... Voilà, puisque systématiquement, comment est-ce que... Est-ce que les syndicats ne veulent pas systématiquement négocier avec les ministres de tutelle, soit c'est le Premier ministre ou directement le président du FASO? Finalement, on se pose la question... je termine. Peut-être il n'y a pas une crise de leadership aussi. Voilà, puisque ici, pour le cas des magistrats, je vous dis que le ministre a été mis hors jeu pour que le président... Il faut affirmer des choses comme... Ah non, je dis, sauf erreur. Puisque le ministre... Vous ne pouvez pas savoir le ministre et son président... Oui, donc, je suis d'accord, mais je pense que le ministre, il lui revenait quand même de discuter directement. Mais si le chef de l'État a pris ses responsabilités, nous disons qu'il y a véritablement un problème. Il y a eu un problème pour qu'on en arrive au chef de l'État. Mais je pense que ce n'est pas là le problème. Ils vont répondre parce que vous avez... je peux répondre. Lui-même, il a donné la réponse dans son intervention. Il a dit, à la demande des syndicats, le chef de l'État les a reçus. Et le chef de l'État est là pour tous les citoyens. Mais comment se fait-il justement que... Je vais revenir. Je pense sur cette question-là, si nous voulons aller de l'avant, et je pense que c'est sûr pourquoi on est là, il faudra effectivement tirer des enseignements du passé
pour construire l'avenir dans le présent. Et pour cela, je pense qu'il faut également noter que pour plusieurs raisons, nous assistons, je ne dirais pas une radicalisation, mais souvent de l'intolérance. Je prends pour quelques exemples. Il a dit qu'il reviendra sur l'éducation. Heureusement, les choses sont en train d'avancer et je pense que, j'espère ardemment que on va pouvoir arriver à quelque chose pour le bonheur de tous, car sur 23 points, il y a 3 points actuellement sur lesquels les gens sont en train de discuter. Mais si on regarde un peu les faits à ce niveau, voici des adultes, même des syndicalistes, qui ont des préoccupations, qui veulent le soumettre à leur ministère de tutelle, qui n'ont fait aucune démarche pour demander un rendez-vous quelconque avec le ministre, et qui font une marche qui débarque au niveau du ministère, et il se trouve que le ministre n'est pas là. Et il prend des dispositions pour que son SG les reçoive, et ça en fait un problème. C'est pour cela que je parle d'intolérance. De l'intolérance, et je dis souvent même, voilà, on n'arrive pas à comprendre. L'essentiel pour vous... Est-ce qu'il n'y a pas une crise de confiance aussi Non, entre le ministre et non, puis, non, pas le, non, il n'y a pas une crise de confiance, puisque... Je parle de façon générale, vous c'est venez, pas forcément... non, vous venez pour remettre vos doléances. Je ne parle pas forcément de l'éducation. Non, il ne peut pas... Non, plusieurs exemples non, il ne s'agit pas de crise de confiance. Oui, oui. Il s'agit, comme l'adage populaire le dit, si je peux avoir affaire à Dieu pour que s'encombrer de ses anges. Ça, c'est des options. Mais je veux dire aujourd'hui, donc l'aspect démocrate, le caractère démocrate, hautement démocrate, considérant tous les citoyens, parce que comme il aime le dire, je suis président, mais je ne serai pas président, je suis un citoyen. Les citoyens qui veulent venir m'exposer à un problème, je suis ouvert à l'écouter. Maintenant, il y en a qui en font trop. Je pense que ces exemples-là font légion. Dans d'autres secteurs, il y en a également. Il y a un secteur où vous faites des négociations, c'est ce qu'ils appellent l'intolérance. Vous faites des négociations, vous aboutissez à un niveau, à un point donné, et le lendemain, on revient pour remettre en cause ce même sur lequel vous étiez pratiquement d'accord. Ça pose un problème fondamental. C'est pour cela que je dis, les problèmes sont réels, mais je souhaite que chacun, à son niveau, puisse faire en sorte que, de mettre de l'eau dans son vin, pour qu'on comprenne qu'il y a un seuil, quand on le dépasse, nous sommes tous perdants. Monsieur Ouedraogo, pourquoi systématiquement le syndicat demande à passer à l'autorité supérieure? Non, c'est aussi simple que ça. C'est l'option du gouvernement au cas par cas. Parce que c'est cette option et certains ministres n'y étaient pas du tout préparés. Ils ne s'en sortent pas dans les négociations, ils ne savent pas s'y prendre. Voilà, j'ai été obligé de m'inviter à certaines discussions avec mes syndicats de base, avec certains ministres et autres, et je sais très bien de quoi je parle. Et le cas par cas, les ministres n'y étaient pas du tout préparés, et voilà pourquoi certains ministres ne s'en sortent pas. Ce n'est pas étonnant que certains ministres même daignent disparaître devant l'arrivée effectivement de leurs travailleurs et autres. Ce n'était pas du tout étonnant, parce que ce cas par cas, effectivement, posait un problème parce que chaque ministre devait se débrouiller avec, effectivement, ses travailleurs pour trouver des solutions. Vous voyez très bien que c'était très difficile et chacun avait voilà, pour s'ajuster. Autre, c'était difficile. Et chacun, bon, mon voisin a pu faire ça, est-ce que je peux faire ça? Bon, bref, vous voyez très bien que l'approche globale était nécessaire. Et moi, je suis surpris aujourd'hui quand on dit cela des enseignants. Les enseignants sont déjà extrêmement responsables. Ce qui a été dit, je ne le partage pas du tout. Pour ce que nous vivons présentement, c'est ça que je dis, il faut connaître très bien les choses. Ça a commencé en 2011, la question des enseignants. Les enseignants ont posé en 2011, lors de la rencontre gouvernement-syndical, la question de la valorisation du système éducatif. Cela n'a pas été retenu et le gouvernement, en son temps, a donné à 37 000 fonctionnaires l'indemnité de logement et l'indemnité de suggestion, qui n'avaient pas. Et cela, effectivement, les enseignants l'avaient, les autres ne l'avaient pas, ça a été donné. Donc les enseignants ont applaudi parce que dans notre milieu, la solidarité fait que tant que des travailleurs gagnent, effectivement, c'est très bien pour nous. Ça veut dire que la lutte a produit des résultats. En 2014, de ce que je parlais, les enseignants quand même sont revenus à la charge
pour eux, leur valorisation, et c'est normal. Ils travaillent dans des conditions difficiles, ils utilisent leur bureau, leur domicile comme bureau, tout et autres. Donc, une indemnité spécifique a été allouée effectivement au corps des enseignants et au corps de la santé et aussi au corps de la communication. Bon, bien sûr que quand le cas par cas a continué, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris cette indemnité spécifique, petit à petit, c'était maintenant devenu le label. On donnait à chaque groupe qui se levait, voilà une indemnité spécifique pour que tu puisses te calmer. Finalement, ce qui faisait la valorisation du corps enseignant a fondu. Les enseignants sont restés responsables pendant 2 ans. On leur a parlé, on ne leur a pas dit non, ce que nous faisons, bon, effectivement, nous allons aussi voir ce que nous ferons pour vous. Et c'est ce qui a amené au moins les enseignants à monter au créneau. Maintenant, donc c'est ça que je dis souvent, globale, il faut bien connaître. En 5 minutes, parler rapidement de ça. Le président du FASO, le 31 décembre, a parlé. On va évoluer, monsieur. Malheureusement, le temps passe très vite. Monsieur le président du FASO, le 31 décembre, a appelé, justement, il a parlé de négociation globale. Voilà, je crois que c'est ce qui a été proposé le 31 décembre. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce véritablement la solution pour désamorcer cette crise-là? Monsieur Ouedraogo, toujours. Bien, je pense qu'en tout cas, au niveau de notre organisation, nous l'avons proposé dès le début. Et c'est le gouvernement qui a choisi le cas par cas. Maintenant, nous avons atteint un seuil où on se demande effectivement, est-ce la solution? Mais je pense que s'il y a une volonté et une certaine honnêteté et un certain engagement des différents partenaires, et nous pensons que nous devions effectivement y arriver. Parce que ça ne sera pas très facile, mais il est souhaitable qu'on arrive à ça. Donc, en tout cas, pour nous, cette approche globale est plus que nécessaire sur la base d'études sérieuses et autres. Il ne faudrait pas qu'on aille là-bas pour qu'on nous asseye, pour nous dire, voilà, vous êtes ceci, cela, vous avez pris combien du budget et autres, c'est cela. Non, 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 nous ne partons pas sur cette base. Nous partons effectivement pour aller discuter sur des bases sérieuses. Sur la proposition du président. Oui, sur la proposition du président, je pense que c'est ce qu'il aurait fallu depuis le départ. Il aurait fallu que les problèmes puissent être posés, puisque chaque syndicat et chaque confédération a une plateforme. Et il y a eu une plateforme minimale qui a été déposée par l'ensemble des organisations syndicales. Si le gouvernement avait compris cela au départ, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je le dis, et cette proposition peut être une solution. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, le stade qu'on a atteint, est-ce que le monde syndical serait prêt à revenir sur ces cas-là? Déjà, on nous dit qu'il y a des négociations qui sont en cours. Les conclusions sortiront bientôt. Est-ce qu'il y aura remise en cause de ce qui va sortir dans la rencontre qui sera... D'abord, M. Zabré, qui n'a pas parlé de... Oui, je crois que l'approche globale... Oui, pendant que Fousseni Kindo peut positionner, puisque tout à l'heure, on va passer à la partie interaction. C'est la meilleure solution. Je précise, avant de vous donner la parole, que les téléspectateurs peuvent appeler au 25 40 79 03 ou nous poster des messages sur le hashtag controverse RTB. Allez-y. Je crois que si, dès à présent, qu'on a lancé l'idée de régler le problème de façon globale, le problème de l'administration publique burkinabé de façon globale, il y a des suspicions, je ne sais pas ce à quoi on va aboutir. Attendons de voir qu'est-ce qui est proposé, le sérieux avec lequel le gouvernement travaille, je pense que nous avons tous intérêt. Parce que la fonction publique doit quand même nous permettre de respecter les indicateurs macroéconomiques également. Et comme vous l'avez dit, nous sommes tous burkinabés. Nous avons intérêt à tenir tous les indicateurs. D'où la nécessité de ce dialogue qui, à mon sens, pourra, avec la contribution et la franchise et la sincérité des débats, déboucher à quelque chose qui puisse être bénéfique pour tout le peuple burkinabé. Et je ne pense pas qu'on puisse remettre en cause la volonté du président, effectivement, de régler le problème d'une façon pérenne, afin que nous ayons des solutions à long terme et non des solutions
à court ou moyen terme. Donc je crois que l'intérêt de ce dialogue, c'est de permettre aux acteurs de se parler, tous les acteurs ensemble, que nous puissions déterminer les voies et moyens pour que l'administration publique soit effectivement une administration de service public où l'usager trouve son compte et où le travailleur également trouve son compte. Je crois que c'est ça qui doit nous animer. C'est cette volonté d'aller de l'avant qui est plus importante que aujourd'hui dire est-ce que je ne pense pas que ça va nous amener loin. Faisons-nous confiance. Il faut que la confiance règne afin que nous puissions aboutir à quelque chose de probant. On va passer à la partie interaction. La question de Isaïe Konaté, l'esprit de dialogue, de dialoguer avec les acteurs sociaux est très louable. Maintenant, il pose la question suivante. Est-ce que les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et les hauts fonctionnaires seront concernés? Je pense que dans le cadre de la conférence, il ne faut pas dévancer l'iguane dans l'eau. Il y a une conférence que le chef de l'État a annoncée. Et cette conférence, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler pour élaborer des TDR. Il n'y a pas encore de contenu. Il n'y a pas de contenu. Non, il y a un contenu que nous ne sommes pas déjà à la conférence, donc il ne faut pas qu'on commence déjà à rentrer dans la conférence sans y être. Mais ce sera une conférence qui sera faite avec toutes les représentations nécessaires, les couches nécessaires, donc représentatives de notre pays. Sinon, les résultats qui en sortiront ne pourront pas être du tout acceptés par les uns et les autres. Alors, Monsieur Zerbo, Junior Savadogo vous pose la question. Il dit, nous venons de loin et l'histoire très récente de notre pays montre les difficultés que le pays a vécues, de l'insurrection au coup d'État et aux attaques des terroristes. Est-ce qu'il ne faut pas remercier le gouvernement de ce qui est déjà fait? Remercier le gouvernement dans quel sens? Qu'est-ce qui a été fait? Oui, s'il nous disait un peu ce qui a été fait, nous on serait prêts à applaudir. Parce que tout ce qui a été entrepris, on ne dit pas que tout est négatif. Mais nous disons ce qui est clamé en pompe. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui est fait? J'arrive. Puisque peindre tout en... Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Mais nous disons tout simplement, applaudir, le gouvernement voudrait dire qu'il y a eu un changement qualitatif dans le quotidien des Burkinabés. Que le taux de chômage, les jeunes qui se sont vus promis en 100 jours ou bien en combien de jours, qu'on allait résoudre le problème de chômage, qu'on ait assisté à cela. Que le panier de la ménagère puisse connaître quand même une évolution. En ce temps, on pourrait applaudir. Je m'en vais vous dire ceci. Vous savez, lorsqu'on parle de... Le gouvernement vante souvent la gratuité de l'éducation. Je suis de ce secteur-là. Je sais de quoi je parle aussi. Nous savons pertinemment que la gratuité de l'éducation n'a jamais été effective au Burkina Faso. Les parents d'élèves nous suivent. Ils savent de quoi nous parlons. 0 francs. Quand nous disons gratuit, c'est 0 francs pour nous. Ça ne l'a pas été. Les écoles, jusqu'à l'heure où je vous parle, en termes de dotation des fournitures scolaires, vous pourrez vous renseigner, ce n'est pas encore fait. Et ceux qui ont reçu, j'ai fait le tour des écoles. Rien que cette semaine, certains en ont reçu 3 boîtes de craie comme dotation pour toute une école à 6 classes. À Ouagadougou, ici. Je sais de quoi je parle. Maintenant, et quand il s'agit de parler de la gratuité aussi des soins, parce que je pense que c'est ce que le gouvernement a tendance à mettre en avance. Tout le monde, nous avons tous suivi. Vous-même, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il y a eu des difficultés quant à la mise en œuvre. Donc, la décision, elle a été courageuse. Mais l'effectivité sur le terrain, là, le peuple burkinabé veut du concret. Ce n'est pas les discours. Un téléspectateur qui je voudrais quand même... Après, vous allez réagir. Mais comme il y a un téléspectateur, M. Ouattara Aruna de Bobo, bonsoir. 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 Oui, votre question? Oui, en fait, moi, je voudrais intervenir justement pour dire que, en fait, on a l'impression que il y a vraiment, en tout cas selon l'opinion publique nationale aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il y a un deal entre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, et le judiciaire, c'est-à-dire les magistrats. Sinon, comment comprendre qu'on puisse mettre tous ces moyens à la disposition de la justice?
et que 2 ans après, aucun dossier sérieux pendant en justice n'a connu un jugement, un dénouement. Autrement dit, les autorités actuelles doivent avoir quelque chose à cacher en justice. Voilà pourquoi elles ont satisfait aux revendications des magistrats en les faisant taire, pour qu'ils ne fassent pas sortir donc leur dossier sale. Sinon, on ne peut pas comprendre cela. Ils ont tous les moyens ont été mis à leur disposition, mais on ne voit rien venir. Et ma deuxième préoccupation, alors, aujourd'hui, la dernière fois, le 31 décembre, le président de FASO a parlé de la mise à plat du système de rémunération des fonctionnaires. Alors, réellement, peut-on parler de la mise à plat donc du système de rémunération en mettant de côté certaines catégories de fonctionnaires comme on l'entend de gauche à droite? Si réellement il y a mise à plat, ça doit concerner tous les fonctionnaires. Autrement dit, c'est un projet voué à l'échec. Moi, c'est mon point de vue. Si on doit faire mise à plat, tout le monde doit être concerné par la mise à plat, du sommet jusqu'au bas de l'échelle. Voilà, ce sont mes préoccupations comme ça. Merci à vous, Monsieur Ouattara. Alors, Monsieur le ministre, pour la réponse. D'abord, sur la première question, est-ce que quelque part, vous n'aviez pas quelque chose à cacher et vous êtes obligé de... Loin s'en faut. Je pense que la question, l'auditeur a son prisme de vue, donc on ne peut pas lui en vouloir pour cela. Mais je pense qu'au niveau de la magistrature, même si il arrive que les uns et les autres disent qu'il y a des magistrats corrompus, que la magistrature d'ailleurs, à travers son enquête, a relevé quelques cas, mais ce n'est pas tous les magistrats qui sont corrompus, ce n'est pas tous les magistrats qui sont achetables. Non, la question n'est pas là. La question est que les juges ont leur façon de travailler. Et comme je l'ai dit, par rapport aux différents dossiers, crimes économiques ou autres crimes dont on parle, tous ces crimes qui sont fondés, je n'ai pas vu ceux qui dénoncent dans les journaux aller porter une preuve concrète quelque part. Il faut déposer une plainte bien nourrie et après maintenant on suit. On a vu un citoyen sur place ici. Pendant la justice qui ne progresse pas. À ce niveau également, il a parlé, dans son intervention, il a parlé de la séparation de pouvoir. Nous ne pouvons pas, en tant qu'exécutif, nous permettre de commenter. Et tout de suite encore, oui, on ne peut pas vouloir dire des choses qui sont contraires. Je me fais son porte-parole parce qu'il n'est pas sur ce plateau. Oui. C'est de dire, est-ce qu'en augmentant tout de suite et maintenant les salaires des magistrats, ce n'est pas une manière de... On se reproche quelque chose? Non, on ne se reproche rien. Ça n'a rien à voir. Nous sommes un gouvernement responsable qui va dans le sens de tenir les engagements qui ont été faits. Ça, c'est un. Et deuxièmement, comme je le disais dès le début de mon intervention, il y a 2 éléments fondamentaux ceux qui connaissent le chef de l'État, c'est qu'il accorde beaucoup d'importance là-dessus. L'approfondissement de la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie sans une justice fonctionnelle. Et les analyses qui ont été faites lors des états généraux de la justice, a fait ressortir, entre autres, les conditions matérielles. Et là également, vous voyez qu'au niveau du ministère de la Justice, des efforts sont en train d'être faits en construction donc, de bâtiments, en équipement, ainsi de suite. Et également, les conditions matérielles financières des magistrats. Donc, c'est cet engagement-là qui a été rempli par le chef de l'État. Maintenant, je peux comprendre qu'au niveau des justiciables, il y a des questions qui sont toujours, des interrogations qui sont toujours posées, mais à ces interrogations, nous tous, nous posons ces mêmes questions, et parce que nous ne sommes pas des magistrats. Moi, je ne suis pas un magistrat, même si je suis ministre, je ne suis pas un magistrat, je ne sais pas comment les choses fonctionnent au niveau de la magistrature, mais de temps en temps, même moi, ministre, je vais dire, mais pourquoi ça, bon Dieu, pourquoi ça n'avance pas plus vite que ça? Mais la justice est aussi a son chemin à faire. Je voudrais, si vous me permettez, il a encore une deuxième question, la mise à plat. Oui, donc à ce niveau, mise à plat, ceux qui ont des statuts je dis, ne dévançons pas l'iguane dans l'eau. Mise à plat ne veut pas dire le nivellement par le bas. Personne n'a dit ça. Le chef de l'État ne l'a pas dit. Personne d'autre l'a dit. On dit simplement, et on le fait actuellement, je sais qu'au niveau de la santé, il y a cette négociation qui a été faite pour harmoniser les salaires. On ne parle pas d'augmentation des salaires. Et c'est un dossier que je connais avec la fonction publique hospitalière. On a constaté que dans ce même Burkina, dans les mêmes hôpitaux, les hôpitaux publics dont le financement est en partie assuré par le budget de l'État, il y a des médecins et des agents de santé, parce qu'ils sont dans certains types d'hôpitaux, perçoivent mieux ou plus que d'autres qui sont dans d'autres hôpitaux. On pense, ça, c'est pas nous qui l'avons créé. C'est une situation qu'on a trouvée et qu'on estime que ce n'est pas équitable.
Et on est en train de travailler pour faire l'harmonisation. Là encore, quand je parle d'intolérance, parce que tout le monde veut tout de suite et maintenant. Ce qui peut être compréhensible si on voit un peu l'histoire. Mais on doit également comprendre que tout ne peut pas être fait tout de suite. Parlant de ce dossier de la santé, l'incidence financière pour régler ce dossier par an est de 36 milliards. Nous n'avons pas les 36 milliards. Donc, on est en train de proposer aux syndicats de faire un échelonnement sur 3 ans. C'est ce qu'on ne veut pas, justement, M. Ouedraogo, parce que les chiffres que vous sortez... Non, c'est les discussions actuelles, c'est des chiffres, les syndicats, il y a 6 syndicats, ils sont autour de la table. Donc, nous n'allons pas réinventer le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu es le dernier, ou en tout cas, tu fais partie des derniers à créer une école, tu ne dois pas avoir des difficultés pour gérer. Parce qu'il y en a qui ont créé, on peut en prendre l'exemple. C'est le cas. Quand on parle au niveau de la santé, le Mali l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, ils étaient obligés d'échelonner pour montrer la bonne foi du gouvernement. C'est ce qu'on est en train de proposer. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de blocage, mais il semble avoir, si les 6 syndicats, un syndicat qui n'est pas d'accord avec l'échelonnement pour l'instant. Mais j'espère que tout le monde saura entendre raison pour que les choses avancent. Donc, la mise à plat n'est pas synonyme, forcément, donc de nivellement par le bas, mais simplement dire qu'il y a de l'injustice à tous les niveaux, parce que tout simplement, pendant longtemps, des questions, je vais prendre plusieurs exemples, des dossiers que moi-même, j'ai eu à gérer quand j'étais à d'autres niveaux, et des problèmes que moi-même j'ai créés quand nous étions étudiants en 99. Nous sommes sortis, on a grévé pour dire, donner les indemnités de stage à tous les étudiants à partir de la 4e année de médecine, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a été, nous l'avons obtenu. Et quand j'étais à d'autres responsabilités, ben, cette question m'est tombée sur la face pour des aspects que nous n'avons pas à l'époque pris en compte, mais qui sont des aspects aujourd'hui qui posent problème. Parce que tout simplement, tous ceux qui sont inscrits à l'université de Ouagadougou, parce que c'est public, en bénéficient. Et aujourd'hui, nous avons certains de nos frères qui sont inscrits dans des universités privées qui n'en bénéficient pas. Et ils viennent me dire, mais écoutez, dans votre université publique là, à l'université de Ouagadougou, il y a des étrangers. Ils sont tous étudiants. Il y a des étrangers, il y a des gens qui ne sont pas des Burkinabés qui en bénéficient. Nous sommes tous à Yalagado. Nous, nos parents sont Burkinabés, ils cotisent pour que nous n'en bénéficions pas. Donc, je vais dire que pendant longtemps, ces questions-là ont été gérées de cette façon. C'est pour cela qu'il est louable de saluer l'initiative du chef de l'État qui dit que trop c'est trop. Il faut maintenant que nous puissions nous asseoir pour avoir l'approche globale de vous. C'est pour cela que j'ai dit, préoccupons-nous de ce qu'on peut faire maintenant pour avancer, que de rester là à rechercher la question des magistrats, la question de ceci, cela, ainsi de suite. On n'avancera pas. Donc soyons dans des dispositions, des bonnes dispositions, pour pouvoir avancer avec la nouvelle donne qui est posée, pour faire en sorte que ce Burkina Faso qui nous est tout cher puisse aller de l'avant. Au bout du fil. Tanti Rebecca de Berigadougou, bonsoir. Bonsoir. Et ma question s'adresse à Monsieur le ministre. Et est-ce que le ministre a déjà comparé son salaire mensuel par rapport au salaire d'un fonctionnaire de l'État? C'est la seule question que j'ai à vous poser. Merci à vous. Si vous permettez, je peux répondre à cette question de tic pour tac, si vous voulez. Si, moi-même, je suis même un fonctionnaire de l'État. Je continue toujours à exercer. J'enseigne à la fac de médecine et je continue toujours à enseigner. Je connaissais ce que je gagnais en tant que fonctionnaire de l'État et ce que mon temps en tant que fonctionnaire de l'État me permettait également de faire pour gagner. Aujourd'hui, peut-être pas, voilà, je peux vous dire que, contrairement à ce que vous pensez, je n'ai pas 2 millions par mois, hein, madame. Je ne l'ai pas. C'est combien, là? Je fais entre, voilà, 1 million, 1,1 million. D'accord. Donc, je pense qu'il y a beaucoup. Et à côté, j'ai dit aussi, quand on a l'occasion de regarder ce qui se passe autour de nous, mais j'ai dit souvent, il ne faut pas forcément prendre de mauvais exemples. Il faut prendre de bons exemples pour avancer. Mais au Bénin, à côté, un gouverneur a 5 millions par mois. Un gouverneur au Bénin a 5 millions par mois. Demandez à nos gouverneurs combien ils gagnent. Et un enseignant au Bénin a combien? Un enseignant au Bénin a à peu près ce que nous avons ici. Ce n'est pas fondamentalement différent. Aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai dit, il ne faut pas qu'on rentre dans ces débats, parce que si on entre dans ces débats, on se perd. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, je dis je suis enseignant, j'ai des amis qui sont enseignants. Quand nous arrivions au pouvoir, un assistant à l'université de Ouagadougou n'a pas 200 000 francs par mois. Mais aujourd'hui, il a entre 350 et 400 000 francs par mois. Donc, ces cas par cas ont des conséquences. Soit. Et c'est pour cela que je suis d'avis que le président
après avoir tiré les enseignements nécessaires sur ce qui se passe dans ce pays-là, ait décidé que nous arrêtons ce cas par cas pour avancer. Mais j'ai dit, de grâce, le cas par cas n'a jamais été synonyme d'un nivellement par le bas. Mais de toute façon, vous avez le représentant du chef de l'opposition a parlé ici. Il faut avoir pour partager. Nous avons en 2016 fait 40. Le mouvement de grève, ça fait 41. En 2017, ça fait 68. Mais j'aurais aimé, quand on parle de la responsabilité, le train de vie de l'État, l'État c'est qui? L'État c'est le gouvernement, mais c'est également tous les citoyens, en particulier les travailleurs et les syndicats. Qu'est-ce qui est fait à leur niveau pour devenir le train de vie? Quand un syndicat grève, nous avons connu, dans le syndicalisme authentique, quand un syndicaliste va en grève, c'est les cotisations des syndicats qui supportent le banque à gagner, parce qu'on coupe. Et si on veut être logique en tant que syndicaliste, je n'ai pas travaillé. On dit tout ouvrier mérite salaire. Je n'ai pas travaillé. Il n'y a pas de raison que je ne rembourse même pas le salaire qu'on me paye. Autrement dit, ça veut dire que moi, je suis un travailleur. On me dit, tu vas en mission. On me fait mon ordre de mission. Après, on annule la mission. Les frais de mission, j'empoche. Ça s'appelle détournement. Parce qu'on n'a pas travaillé. Même si l'État n'a pas coupé, logiquement, comme on dit, virtuosité pour virtuosité, nous devrons avoir l'aimabilité d'aller dire non, je n'ai pas travaillé, cet argent, parce qu'on vous paye pour votre travail. Vous êtes en grève, c'est votre droit. Mais il n'y a pas de raison qu'on continue de prendre l'argent pendant qu'on est gréviste. Monsieur Ouedraogo n'est pas d'accord avec vous. C'est pour ça que je voulais parler de la responsabilité. Il doit y avoir une responsabilité partagée. C'est-à-dire autant on demande au gouvernement d'être responsable. Parce qu'au contraire, nous avons assisté à des coupures même qui dépassaient le nombre de jours de grève. Et nous avons vu des travailleurs qui ne sont pas allés en grève, donc on a coupé les salaires. Ça fait légion. Il y en a. Donc je me mets vraiment en porte-à-faux par rapport à ce qui est dit. Au contraire, ce que nous assistons sur le terrain est que la plupart du temps, on coupe même. Il y a des gens qui sont partis 3 jours de grève et qui se sont retrouvés avec 50 000 francs, étaient coupés sur leur salaire. Et il y a des gens qui ne sont même pas allés en grève et on a coupé leur salaire. Donc dire aujourd'hui que non, justement, par rapport dans le même ordre d'idée, je voudrais dire tout simplement que ce qu'on n'arrive jusqu'à présent pas à dire aux syndicats, c'est que c'est combien objectivement une journée de travail là, on coupe combien. Comme il a dit, des enseignants ont observé 72 heures de grève. La coupure a été observée peut-être 10 000 pendant près de 6 mois. Et il y a eu des marches et des revendications pour qu'on puisse reverser. Et quand l'affaire est remontée, il semblerait que ça a été programmé 2 ou 3 fois par d'autres personnes. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ces gens ne sont pas rentrés dans l'air dû. Toute la difficulté aussi, sinon les gens, tout le monde est conscient. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas droit à un salaire. Tout le monde est conscient de cela. Je sais qu'il y a de l'arbitraire dans cette coupure. Il y a eu des moments où Monsieur Zabré, d'abord. Aujourd'hui, en fait, ce n'est pas appliqué à 100%. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Le temps de grève que les uns et les autres ont observé, et même, il y a des travailleurs qui ne savent pas quelles sont les conditions même pour aller à une grève. Moi, il y a des gens qui vont en grève sans être syndiqués. Non, mieux, je prends d'autres exemples. Moi, je n'ai pas vu une plateforme revendicative où on demande aux gens de respecter les horaires de travail. J'ai dit la responsabilité, elle est partagée. Je suis dans l'administration, comme vous tous, et on sait ce qui s'y passe. Je dis, il faut créer les richesses et exiger le partage équitable des richesses. Mais on ne peut pas ne pas créer suffisamment de richesses et on ne sait que demander qu'on vous donne plus. Prenons, au niveau des impôts, on a tous suivi ce qui s'est passé. Et je suis bien placé parce qu'on a vu ce que ça a eu comme impact. Nous avons fait des prévisions budgétaires que nous n'avons pas pu atteindre. Et nous étions obligés à couper sur des programmes qui étaient profitables et aux syndicalistes, mais également, de 300 milliards. Voilà, et également à d'autres non-syndicalistes qui sont importants également au niveau du Burkina Faso. Je veux dire, et les travailleurs et les non-travailleurs. On va prendre M. Ouedraogo Salifou. Si on ne travaille pas, on ne produit pas. Au bout de fil. Ça, c'est clair. M. Ouedraogo Salifou de Waïguia, bonsoir. Allô? Oui, votre question, s'il vous plaît. La question, c'est la compréhension qu'on n'a pas du monde syndical.
Parce que quand le pouvoir venait en place, la grande question, c'était la loi 081. Et ça a été résolu. Et on n'a rien compris et le monde syndical a commencé à être... Le téléphone qui ne marche pas, mais j'imagine justement qu'il veut prendre ici, il veut vous poser une question, M. Ouedraogo, sur le fait qu'on ne comprend pas pourquoi, certainement, après avoir résolu la loi 81, qu'on puisse, j'imagine, avoir encore des mots. Excusez-moi, avant qu'il nous réponde, il y a celle qui a posé la question revient. En réalité, il n'y a même pas un secret. Il n'y a pas un secret sur les salaires des autorités. C'est traité par la solde. Ce n'est pas caché. Et il y en a qui parlent et qui n'aimeraient même pas qu'on en parle parce que tout simplement, ce qu'ils développent comme argument n'a rien à voir avec la réalité. C'est connu. Ce n'est pas quelque chose de secret. Ce n'est pas qu'on fait. Et moi-même, quand j'étais ministre de la Santé... Il y a le salaire officiel et puis il y a les avantages qu'il y a autour. Non, le salaire est le salaire. Dans le salaire, vous avez vos indemnités, vous avez tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est connu. Non, je ne pense pas que le problème soit là. Le problème n'est pas à ce niveau. Au niveau de notre État, les autorités ne sont pas ceux qui sont les mieux payés. Moi, j'étais ministre, mais j'ai des DG qui touchaient mieux que moi. Donc, la question, à mon avis, ce n'est pas à ce niveau. Et on est tous d'accord que si l'effort doit être fait, et à ce niveau d'ailleurs, il faut noter que le gouvernement l'a fait. Avant, quand un député arrivait à l'Assemblée, c'était aux frais. C'est-à-dire, c'est le trésor public qui lui donnait le prêt. Et il partait prendre son... Et les députés, ils ne l'ont pas eu. On a dit non à cela. L'Assemblée, quand ils sont arrivés, ils ont diminué leur salaire de 19%. Il y en a qui vont dire non, ce n'est rien, ainsi de suite. Il y a deux choses. Quand on veut faire plaisir à quelqu'un, moi je pense que fondamentalement il y a deux choses. Soit on l'aime, soit on le craint. Soit on aime le peuple et on pose des actes pour qu'il soit content, soit on le craint. L'un ou l'autre, c'est bien pour notre démocratie. Pendant qu'on tente de rappeler M. Ouedraogo, M. Ouedraogo Mamadi Ladji vous remercie en tout cas, mais il dit que la seule erreur du président, c'est le fait de n'avoir pas écouté son ministre de la Justice aux premières heures de son mandat. Moi, je suis persuadé que le rendez-vous de février accouchera d'une souris. C'est un internaute, on en a largement parlé, je crois qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, il y a M. Doubassanou. On ne pouvait pas certainement croire que ce gouvernement se comporte de la sorte à l'égard de la population. Je suis un agent du MENA et ça fait pratiquement 6 mois que je ne suis pas mandaté. Monsieur... Bon, le mandatement des agents de la fonction publique, vous savez qu'il y a tout un processus. Quand ils finissent leur formation, il y a le ministère des Finances qui est chargé de traiter les dossiers. Souvent, les dossiers arrivent avec des retards, ce qui fait qu'au niveau du ministère, il y a des difficultés. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas longtemps, le ministère a fait des efforts considérables pour réduire le délai de mandatement des agents nouvellement recrutés. Et justement, la bancarisation entre dans ce sens, ça permet de vite traiter les dossiers. C'est vrai qu'il y a eu ces problèmes qui existent, qui sont réels, mais le gouvernement tente avec tout faire pour pouvoir les résoudre. C'est un système dont on a hérité, on l'améliore au fur et à mesure, et nous pensons que d'ici là, tout rentrera dans l'ordre. En fait, ce n'est pas pour sauter du coq à l'âne, c'est la même chose pour la passation des marchés. On est passé de pratiquement 90 jours à pratiquement une dizaine de jours. Alors, Monsieur Ouedraogo Salifou de Waïguia n'a pas encore rappelé, donc on va donner la parole à Monsieur Ouedraogo pour répondre sur ce qu'on imagine être sa question. Oui, effectivement, j'ai suivi sa question sur l'application de la loi 81. Selon lui, après l'application de la loi 81, il ne devait plus avoir de revendications au niveau du monde du travail. Je voudrais demander d'abord sur l'application de la loi 81. Dieu seul sait les lacunes qu'il y a eu au niveau de cette loi et les injustices qui ont émaillé la mise en œuvre de cette loi. Donc rien que ça a amené effectivement certains travailleurs qui ont été lésés à effectivement poser leurs problèmes pour que leurs revendications puissent être prises en compte.
Donc l'application même en tant que telle de la loi 81 a posé des problèmes. Deuxièmement, la loi 81 ne concernait pas l'ensemble des travailleurs de la fonction publique. Parce que ça concernait les fonctionnaires. Et la fonction publique est composée de fonctionnaires et de contractuels. Et je vous ai dit qu'il y avait un contentieux au niveau des indemnités depuis 2014, qui n'était pas totalement résolu. Donc on devait faire une étude et pouvoir voir comment on allait les améliorer. Ça n'a pas été fait. Donc voilà effectivement des situations qui ont amené effectivement les uns et les autres à poser leurs problèmes. Donc pour cela, il n'y a aucun problème. C'est la continuité de ce que nous avons engagé avec le gouvernement et qui n'a pas été respecté, qui a amené les uns et les autres à poser leurs problèmes. Oui, je voulais réagir par rapport à la loi 081 pour la simple raison qu'il souviendra à certains ici, lors d'un débat au niveau de l'Assemblée, j'ai personnellement adressé une question orale avec débat au ministre de la fonction publique, justement, par rapport à ces injustices-là. Il s'agissait des catégories P. Les encadreurs pédagogiques du secondaire qui se trouvaient lésés, c'est-à-dire dans leur reversement, ils ont été mal reversés. Et ce jour, justement, le ministre de la fonction publique a reconnu à l'Assemblée là-bas qu'il y a effectivement problème et qu'une commission technique était en place pour pouvoir travailler à aplanir cela. Donc c'est pour dire aux téléspectateurs que cette loi-là n'était pas la solution à toutes les préoccupations, que cette loi même comportait des insuffisances et des problèmes à l'interne. Donc c'est pour lui dire tout simplement que ça ne suffisait pas pour, j'allais dire, désamorcer les revendications. Je voudrais, par rapport à cette question, dire effectivement que la loi 081, comme il a dit, concerne les fonctionnaires. Il y a des gens qui sont des contractuels de l'État, on est au courant. Et avec les syndicats, je crois qu'il y avait une dynamique donc, qui était engagée, effectivement, pour rattraper donc, cette question. Mais je ne voudrais pas qu'on commence l'histoire du Burkina Faso avec l'année 2016. Parce que j'ai l'impression que toutes les discussions tournent autour de ça. L'histoire du Burkina Faso n'a pas commencé avec l'année 2016. Mais c'est les mêmes acteurs qui sont là. Non, ce n'est pas les mêmes acteurs. La preuve. Pratiquement. Non, la question, ce n'est pas les mêmes acteurs. Non, ce n'est pas les mêmes acteurs. Je disais, si ça aurait été les mêmes acteurs, s'ils se trouvaient actuellement en Côte d'Ivoire ou au Lomé ou à Togo. Parce qu'ils n'auraient pas compris que le peuple burkinabé a besoin d'un changement. Mais ces gens ont compris que la dynamique qui était engagée n'était pas la bonne. Et la voix du peuple a été entendue. Donc, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas continuer à dire que c'est les mêmes acteurs. Je suis désolé. C'est comme si aujourd'hui, vous me dites, M. Zef, qui a eu à être, je dirais, chef de file de l'opposition, M. Diabré, excusez-moi, qui a eu à être ministre de Blaise, est le même. Non, je suppose qu'à un moment donné, il a compris qu'il n'était pas dans une dynamique, la même dynamique que ces gens-là, et qu'il fallait faire les choses autrement qu'il a quitté. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Je voudrais simplement aussi revenir sur... Pour terminer, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui, pour dire simplement qu'il nous faut être tous plus responsables. Quand je dis être responsable, c'est comme si je disais que les gens... Non, du côté du gouvernement, nous sommes conscients, parce que si jusqu'à ce jour-là, il y a toujours des questions, on ne pourra pas épuiser toutes les questions, hein, même les nations développées, les questions se poseront toujours. Mais il y a beaucoup de questions qui restent non résolues. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Et à ce niveau, nous allons faire notre partition. Mais nous demandons également au niveau des partenaires sociaux qu'ils fassent les leurs davantage, pour que nous puissions avancer ensemble avec ce Burkina Faso. Quand, par exemple, vous introduisez en parlant de la grève possible du Sincha, j'espère que cette grève n'aura pas lieu. Parce que, tout simplement, on ne peut pas nous demander de ne pas nous ingérer dans des questions de justice et aller en grève parce que quelqu'un, une famille, n'est pas content de la prestation ou estime qu'un agent de santé n'a pas fait son travail, ce qui a entraîné le décès de leur enfant, aille poser une plainte. Ce n'est pas l'État burkinabé qui allait poser la plainte. C'est la famille qui allait se plaindre pour ce qui s'est passé à Séguédéga. La famille allait se plaindre contre l'agent. Et pour cela, on nous envoie cet après-midi, j'ai reçu cette plateforme, les vendredis du secrétariat général du gouvernement, où ce point figure pour dire qu'ils vont aller en grève le 31 si d'aventure rien n'est fait. Vous nous dites quoi? Allez dire au procureur, non, ne jugez pas. Ce n'est pas nous qui avons déposé la plainte. Maintenant, s'il y a nécessité, s'il y a des négociations, nous sommes en Afrique.
La justice, c'est le dernier des recours. Il y a des choses qui peuvent être faites. Si vous pensez que le gouvernement, à un moment donné, peut contribuer peut se joindre à cette négociation pour que la voie judiciaire ne soit pas la voie qu'il faut, là, ça se pose. Mais on ne peut pas demander au gouvernement d'être comptable d'une plainte déposée par un citoyen. Ça, ce sont ces genres de choses que j'ai dit qu'il faut que nous soyons davantage plus responsables. Je trouve que nous sommes responsables. Je trouve que Tout nous à fait. sommes très responsables. J'en demande suffisamment. Voilà, et nous l'avons prouvé depuis que le syndicalisme existe en Afrique, en luttant pour l'indépendance, en luttant pour le panafricanisme, en luttant pour beaucoup de causes. Et tout récemment, effectivement, nous étions avec le peuple pour défendre la démocratie. Donc, nous sommes responsables. Et quand nous parlons aujourd'hui qu'il fallait effectivement aller vers une approche globale, ça veut dire que nous avions la solution bien avant. Et ça prouve que nous sommes vraiment responsables. Nous étions sur ce plateau avec le docteur Smaïla Ouedraogo, qui représentait le gouvernement. Avec nous, Guy-Olivier Ouedraogo, secrétaire général de la Confédération syndicale du Burkina. Avec nous aussi, M. Edouard Zabré, il est le secrétaire exécutif de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Et ce soir, M. l'honorable député Moussa Zerbo, de l'UPC et chef de file de l'opposition. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que notre émission Controverse a sonné ces 3 ans depuis le 8 janvier. Merci à vous qui nous avez accompagnés, à tous les invités qui sont passés sur ce plateau, à toute l'équipe technique, à la coordination, l'équipe d'animation. Merci et Ruth Bini Ouattara vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal.